Oui, merci pour cet exposé très imagé. On va quand même suivre la procédure. Passer la parole à Fredo, qui est directeur de la Clave-Ciel. Bonsoir tout le monde. Et si nous prenons d'une façon très banale comme point d'appui le silence? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'écouter le silence? Je ne serais pas étonné si ici dans la salle il y a des personnes qui se demandent avec quoi je viens. Écouter le silence, qu'est-ce que ça a à voir avec la psychiatrie, la vie quotidienne, la psychose? Au moment que j'avais écrit cette première phrase, en tout cas, je me suis posé cette question. À quoi bon de parler du silence, ce silence qui est tellement banal et quotidien? Le silence, c'est justement le fait que nous n'entendons rien. À quoi bien écouter alors? Pourtant, je vous y invite. Mais je me rends compte que pour faire parler ce silence, il faudrait quelque chose que nous pouvons appeler une attitude poétique. D'écrire ce que nous entendons en écoutant le silence demande un langage poétique bien mûri. Écouter le silence et y repérer quelque chose demande une certaine attention et une façon d'y être. Dans notre atelier musique, où nous faisons régulièrement des improvisations avec toutes sortes d'instruments et la voix, un travail important de préparation est d'entraîner l'écoute. S'écouter permet de ne pas commencer à jouer tous en même temps et de réagir sur ce que soi-même et les autres jouent. Pendant les improvisations, la musique commence à vraiment exister quand le silence peut s'installer. Faire du vide, du silence en soi. Une phrase musicale prend son appui sur les moments de silence. Mais le silence n'est pas le trou ni le vide. Pour transformer le vide en silence, il faut de la présence, silencio. Du silence peut être très beau, agréable à écouter. Mais il existe aussi quelque chose comme le silence des animaux. C'est affreux. Ce suspense est insupportable. Le silence peut nous faire entendre de la musique, des choses poétiques ou rien du tout. Le silence peut même être angoissant, terrible, horrible à supporter. Même chose avec la vie quotidienne. Il n'y a que de la vie quotidienne si on veut s'y prêter. Un peu, pas trop non plus. Entendre de la musique tout le temps et partout ne me semble pas très paisible. Il faut pouvoir faire le vide aussi. Mais comment alors transformer ce silence en musique, en poésie, il n'y a rien en s'y prêter un peu, ce vide horrible en absence paisible? Comment faire? L'attitude de la psychothérapie institutionnelle est justement de ne pas proposer une technique ni une méthode. Il n'y a pas de réponse toute faite. Il est peut-être déjà bien de se poser des questions. Et des questions, il y en a beaucoup au sujet de la vie quotidienne. Les voix de Vincent. Mais qu'est-ce qu'elles me veulent à la fin? De qui parles-tu? Les voix, qu'est-ce qu'elles me veulent? Que te disent-elles? Rien, justement, ça fait 15 jours qu'elles ne me disent plus rien. Je ne comprends pas bien, tu devrais être soulagé. Ce n'est pas normal qu'elles ne soient plus là. Elles complotent contre moi. Qu'est-ce qu'elles me veulent? J'ai choisi pour ce soir quelques éléments qui peuvent aider à répondre à la question suivante. Comment va la vie quotidienne dans votre institution? La notion de distance qui fait référence à l'espace, et puis le rythme qui fait référence au temps. L'espace et le temps ne sont pas seulement des éléments de structure externe, mais d'abord psychiquement internes. Pour se repérer dans l'espace et le temps, il faut que la fondation soit bien construite. Pour cela, je termine avec l'importance de mettre en route des structures comme un club thérapeutique pour garantir symboliquement le vécu de l'espace et du temps psychique. L'espace psychique. L'existence psychotique nous confronte à la possibilité dans le quotidien de vivre des moments étranges. Une personne qui, dans son discours, dans un glissement, sans avertissement, met des éléments délirants. Un autre qui ne réagit pas à un bonjour. Une autre qui ne croise pas le regard. La communauté est basée sur beaucoup de règles implicites d'une certaine connivence qui rend la vie avec les autres supportable. Il y a tout un monde dans lequel nous nous reconnaissons comme semblables, mais en même temps existe ce sentiment de dissemblance.
Pour que cette communauté soit vivable, il faut un certain faire comme si, de faire du semblant, d'être là sans y être tout à fait. Sans entrer ici dans le statut de la rupture du monde du psychotique, c'est ce que nous avons parlé l'autre fois sur la soirée sur le corps, ce ressenti dans le quotidien nous met en route par rapport à la notion de la bonne distance. Il y a un travail permanent à mettre en route pour essayer de trouver la bonne distance. Pas trop proche, pas trop loin. Jamais définie une fois pour toutes. Cela demande aux travailleurs de participer, d'être avec, de se mettre dedans, sans se confondre, sans se perdre. Erwin Schloss parlait de la notion du paysage de la personne. Le paysage, c'est une sorte d'événement vécu dans lequel on est soi-même avec l'autre, les autres. Chaque fois qu'on se déplace dans cet espace intersubjectif, l'horizonné se modifie. Une institution qui veut soigner les personnes psychotiques devrait prendre le pari de participer à la vie quotidienne. Ce travail est un travail à plusieurs. Ce travail de recherche de bonne distance, ce travail d'équilibre ne peut être l'affaire d'une personne à une autre. On n'est jamais que deux dans une institution. C'est seulement comme cela que nous pouvons garantir un certain espace supportable, condition préalable pour tout autre travail. Un soir, j'arrive pour faire la nuit. Les soirs, il y a souvent quelques personnes à la télé, plusieurs déjà dans leur chambre. Pour parler de mon paysage à moi, je dois dire que j'avais envie de regarder le match de foot avec eux. J'arrive et ma collègue, on parle de Sylvia, comment la journée était dure avec elle, des conflits, des heures de discussion, d'écoute, des agressions verbales, des menaces de se couper, etc. En sortant du bureau, elle nous attend, elle m'attend. Ma collègue part et en demandant à Sylvia de faire un effort, que ça ira, etc. Elle part. Je suis seule avec Sylvia. Frédéric, est-ce que je peux te parler? Oui, bien sûr. Je m'installe avec elle au fumoir à un local ouvert. Ça ne va pas. Je veux me suicider. Il n'y a pas de réponse type à donner à un moment pareil. Pas de belles phrases répétées dans le livre. Nous y étions à deux, le foot en haut dans la salle télé, la soirée lit devant nous, et elle qui en avait ras-le-bol de la vie, prête à se trouver un objet pour se couper dans les bras. De temps en temps, je posais une question, elle sortait une phrase comme « J'aurais dû rester avec ma copine au moment qu'elle s'est suicidée, je n'aurais plus été là. » Elle laissait des longs silences et me regardait droit dans les yeux, comme si elle me possédait, avec une menace au bout. Je ne pouvais pas partir et la laisser. Comme si quelque chose en elle nous obligeait à renoncer à tout ce qui se passait ou existait autour de nous. Ne parlons pas du match de foot. Les silences venaient de plus en plus longs. Ses yeux se fermaient régulièrement un petit peu, les miens aussi. Il était déjà tard. À un moment donné, je lui disais, imaginez que nous nous endormons ici, tous les deux, et que demain les autres nous trouvent comme ça, endormis sur les chaises. Elle commençait à rire. La menace était partie. L'existence de cette vie institutionnelle autour de nous nous a aidé à transformer ce moment de trou sans fond en possibilité de passage dans la nuit. Je trouve qu'il est difficile de parler de la vie quotidienne si nous ne participons pas à ce qui se passe dans les couloirs, les fumoirs, les chambres et tous ces lieux qui ne sont pas les bureaux. C'est une décision d'organisation du travail de mettre tout en œuvre pour que chaque travailleur devienne soignant du quotidien en circulant dans les lieux communs. L'effet se fait sentir directement au niveau de l'ambiance si le personnel est plus dans les bureaux qu'avec les patients. Récemment, à la Traversière, en préparation d'un séminaire, Marie-Noël, une collègue, a demandé à chaque résident ce qu'il mettait dans le mot « ambiance ». J'avais envie de vous partager quelques extraits. Une bonne ambiance, c'est de la tranquillité, prendre soin des autres. L'ambiance, c'est le degré de l'air, la température générale. C'est l'atmosphère qu'il y a dans l'environnement. Ce sont les enjeux, ce qu'on met en place, pourquoi on est là. Pourquoi les autres sont là, le lieu, c'est la manière dont les gens se considèrent. Cela fait partie du collectif, les mentalités, les esprits. L'ambiance, c'est l'atmosphère qui règne dans un endroit.
C'est le psychanalyste hongrois Imre Hermann qui décrit comment dans le développement de l'identité, l'orientation, en tenant compte de la température,